Alors, bienvenue à cet événement qui habituellement on appelle café croissant. Ce midi, on va appeler ça café sandwich parce qu'on a décidé de faire ça sur l'heure du lunch aujourd'hui. Puis, avec notre partenaire CQIB, Perry Nero, que je vais prendre le temps de vous présenter correctement dans quelques minutes. Alors, c'est le troisième événement de Bio-Québec en ce début d'année déjà. Et puis, il y en a plusieurs qui s'en viennent ici. Je vous rappelle quelques petites consignes. On utilise le Zoom normal. On va tout d'abord passer à notre panel, puis après à la période de questions. Mais ce que ça fait, c'est que ça vous permet non pas de poser les questions à travers le chat, mais directement en ouvrant votre caméra, puis en s'adressant à nos experts invités qui sont là ce midi, parce que c'est ça qu'on veut, créer une interaction et puis un dialogue. Alors, si vous êtes gêné, vous pouvez envoyer votre question dans le chat. Je la ferai pour vous, mais c'est plus agréable si vous levez la main en utilisant le petit bouton réaction, vous le connaissez maintenant. Et puis, ça me permet de voir qui a des questions, puis on va pouvoir vraiment plus interagir. Alors, ce midi, le sujet, c'est démarrage d'une start-up, quoi faire, quoi éviter, en partenariat avec le Centre québécois d'incubation en biotechnologie. On a le plaisir d'avoir avec nous des experts, des entrepreneurs chevronnés que certains d'entre vous connaissez, mais que je vais prendre le temps de vous présenter qui vont avoir la chance de discuter avec vous des défis de l'entrepreneuriat en sciences de la vie. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter rapidement nos trois experts invités et je vais terminer en vous présentant celui qui va animer un peu cette période de questions qui est Perry Niro. Donc, notre premier invité, c'est M. Pierre Lemieux, qui est chef des opérations et de la direction scientifique, cofondateur de Acasti Pharma. Précédemment, depuis 2010, avril 2010, précédemment, Dr Lemieux a été président directeur général, cofondateur et président du conseil de Biolactis, une société qu'il a vendue en 2009 à des filiales de l'entreprise multinationale Nestlé. Alors, M. Dr Lemieux a siégé au conseil d'administration de Bio-Québec, entre autres, de Montréal Invivo, de Pharma Biodéveloppement et maintenant au CA du centre justement du CQIB. Notre deuxième entrepreneur invité est Michel Fortin. Michel, président, chef de la direction, fondateur de EVA, également président et fondateur de l'entreprise Preftech Microbia qui a été vendue à Elenco. Il y a, mon Dieu, ça fait 1 an ou 2 ans peut-être déjà. Le temps passe tellement vite. Une entreprise qui avait permis de distribuer 3 produits, des vaccins, entre autres, sur 4 continents à travers 25 pays. Michel a géré de nombreuses rondes de financement allant de 1,5 million à 35 millions, redressé plusieurs compagnies au bord de la faillite afin qu'elles renouent avec la rentabilité. Alors, c'est quelqu'un de terrain qui connaît le secteur des sciences de la vie, particulièrement dans le secteur de la santé animale. Et finalement, non le moindre, James Fetière, cofondateur et chef scientifique de Initium. Après pas une brève, mais une carrière académique au Canada et en Allemagne et une brève expérience en biotech en Allemagne, James s'est lancé dans l'entrepreneuriat en sciences de la vie en concrétisant un ancien projet d'entreprise de services de recherche avec son collègue René Coulombe. Ils ont fondé Initium, une ORC spécialisée en découverte du médicament dont l'objectif principal est de supporter les biotech dans les étapes précoces de découverte. James est également professeur associé à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Alors, pour animer ce panel et cet entretien avec nos 3 entrepreneurs, on accueille Perry Niro. Je ne sais pas si j'ai besoin de présenter Perry. Je pense que tout le monde le connaît, mais je vais quand même prendre quelques secondes pour te présenter Perry. Tu es actif dans le secteur des sciences de la vie depuis 25 ans. Tu m'as précédé comme directeur général de Bio-Québec. En fait, il y a eu un moment entre mon arrivée et ton départ, mais tu as été là pendant plusieurs années, 2000 à 2008 environ, si je me souviens bien. Tu es propriétaire dirigeant de 3 entreprises. Tu as réussi à obtenir plus de 10 millions de dollars en investissement et aide financière gouvernementale. Depuis 2018, tu es directeur général du Centre québécois d'innovation en biotechnologie, le CQIB, qui est situé sur le campus de l'Institut Armand Frappier, au cœur de la Cité de la Bibliothèque à Laval.
Et plus récemment, en partenariat avec le CTS Santé, tu as créé MEDEXLab, un accélérateur d'entreprises en santé connectées visant un premier million de dollars en financement ou en commercialisation. Alors, Perry, je te cède la parole pour animer ce panel et qui va durer au moins un entretien d'environ une trentaine de minutes avec nos invités. Puis ensuite, on va prendre des questions. Et puis, je vais vous encourager à avoir des questions, à lever votre main pour qu'on ait vraiment un échange avec Pierre, avec James et avec Michel. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cet événement. Perry, je te cède la parole. Merci Annie, merci à nos panélistes et puis merci à tous d'être présents ce midi. On est très heureux d'avoir avec nous trois entreprises. J'ai deux entreprises qui ont été incubées au CQIB. Michel Fortin-Léva actuellement a été incubé au CQIB. James Inixium a été incubé au CQIB et il a été gradué à la fin de 2021. Maintenant, il y a un nouveau laboratoire. Pour ceux qui connaissent le secteur à Laval, on appelle ça la Grange. C'est l'ancienne incurie Herman Frappier. Ils ont eu à quoi c'est 6 000 pieds carrés de laboratoire. On est très heureux et très fiers du succès de James avec Inixium, mais aussi avec René Coulombe qui sont cofondateurs. Et puis Pierre Lemieux à Castille qui a une longue expérience. Pierre également membre du conseil d'administration du CQIB. Alors, merci aux trois d'avoir donné de votre temps là, pour ce panel. Rapidement, pour le CQIB, on est actuellement une quinzaine d'entreprises que nous supportons dans nos laboratoires, également une dizaine d'entreprises en santé numérique avec le CTS. L'année dernière, nos entreprises ont levé environ 50 millions de dollars en financement auprès de marchés financiers canadiens et internationaux. Et puis, depuis 3 ans, les gradués ont créé environ 70 000 pieds carrés de nouveaux laboratoires, notamment à Laval. Il y a une compagnie ILS, 35 000 pieds carrés. On a parlé tantôt de Inixium. Il y a également Oligomédic qui a été gradué en début d'année avec des nouveaux laboratoires sur Armand Frappier également. Alors, vous voyez un petit peu le résultat d'un support d'un incubateur comme le nôtre qui vient faciliter le développement d'une entreprise en sciences de la vie. Alors, pour témoigner du travail du CQIB, mais également de l'expérience de chacun, on a invité ces trois personnes-là qui ont une très vaste expérience et puis on veut animer la rencontre au niveau des bons couples, les mauvais couples, les conseils et les aspects qu'on veut éviter lorsqu'on lance une entreprise. Alors, rapidement, j'aimerais aux trois panélistes de prendre 5 minutes de votre temps pour présenter votre parcours et puis qu'est-ce qui vous a amené à lancer une entreprise. Alors, je vais commencer avec Pierre Lemieux à Castille-Pierre. Oui, bien, bonjour tout le monde. Merci, Perry. Merci de m'avoir invité pour partager mon expérience. Écoutez, quand on nous introduisait tout à l'heure comme experts, je pense qu'on n'est jamais des experts complètement, mais en tout cas, on a de l'expertise, de l'expérience qu'on peut partager, c'est certain. Écoutez, dans mon cas, je suis un scientifique de formation, un docteur en biochimie de l'Université Laval à Québec. Et ensuite, évidemment, en tant que jeune PhD, à l'époque, là, on se ramène à loin, je n'aime pas penser, ça va vous donner une idée de l'âge que je peux avoir, mais en tout cas, peu importe. En 92-93, je partais pour les États-Unis, évidemment du côté de San Antonio, au Texas, pour faire un postdoc. Comme à l'époque, c'était la tendance. Tu t'en vas aux États-Unis, t'expatrier pour connaître des laboratoires qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, pour évidemment devenir chercheur, revenir au Québec, avoir tes fonds de recherche, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans de temps là-bas à San Antonio, en cancérologie. Et je travaillais beaucoup sur des mutations génétiques dans le cancer du sein. Et puis, et là, j'ai eu, disons, la possibilité de considérer soit mon futur là-bas à San Antonio comme chercheur ou bien simplement, disons, commencer à considérer qu'est-ce qui se passe en industrie. Alors, j'ai fait une application chez Angiotech Pharmaceutical, qui était à Vancouver à l'époque. Et là, j'ai fait le saut. En fait, j'aurais pu rester comme chercheur à San Antonio, mais disons que le retour au Canada me plaisait beaucoup et surtout faire le saut en industrie. Donc, ça a été pour moi une révélation, une épiphanie par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire de très bien en sciences dans une compagnie. Donc, Angiotech, ça a été une compagnie qui a eu beaucoup de succès. On est devenu public, etc. Je suis revenu à Montréal quelques années après pour joindre une entreprise avec des gens que je connaissais qui s'appelait Supratech Pharma et ça m'a permis là, davantage parfaire mes connaissances, disons, dans le domaine du développement pharmaceutique, surtout avec des technologies qui étaient nouvelles,
dans le domaine de la thérapie génique. Donc, j'ai toujours aimé l'innovation et puis me lancer, sortir de ma zone de confort, puis de faire des trucs qui étaient assez innovateurs. Donc, chez Suprotec Pharma, qui était à l'époque à l'INRS en passant, qui louait des laboratoires là-bas. Donc, on a développé des belles technologies, on en a licencié. Et bon, 4-5 ans, je pense que c'était 5 ans chez Suprotec, je commençais à réaliser que je devrais peut-être former ma propre biotech. Donc, Biolactis est venu au monde parce qu'il y avait un chercheur là-bas qui était à l'INRS. De fil en aiguille, on a créé cette entreprise-là, Biolactis, qui était dans le domaine de la valorisation des protéines laitières, des résidus laitiers. On en faisait des peptides bioactifs et on a fait des études cliniques qui démontraient leur impact sur la réduction des triglycérides, cholestérol, etc., des utilités en gestion de poids, entre autres. Donc, on a fait des belles études cliniques de phase 2 en Allemagne et puis on a fini et on était financé par des fonds européens et puis très rapidement, évidemment, on est tombé dans la lunette, là, dans l'intérêt de Nestlé et c'est à un moment donné, 10 ans après, on a décidé de vendre nos intérêts chez Nestlé. Donc, ça a été pour moi une belle... un gage, disons, de succès, si vous voulez, d'être capable de vendre ces idées scientifiques et puis de les financer et de finalement vendre l'entreprise. On l'a vendu l'entreprise simplement parce qu'on avait des visées nord-américaines en termes de commercialisation, mais ça s'est avéré que nos investisseurs principaux préféraient faire ces lancements-là en Allemagne, en Suisse, etc. Donc, on s'est un petit peu distancé de la stratégie pour on a pris la décision finalement de vendre. Suite à ça, mais là, je me suis joint à Casti Pharma, en fait, qui avait rien, c'était une coquille du temps de Neptune, qui était l'entreprise mère. Et puis, Casti Pharma voulait se lancer. En tout cas, les idées de la coquille, c'était de faire du pharma avec de l'huile de krill, si vous vous souvenez, Neptune en vendait, étaient les pionniers. Et puis, Casti est venu au monde, donc on m'a appelé. J'étais trop jeune pour prendre ma retraite, franchement, à la suite de la vente de Biolactis. Et donc, c'était de faire, disons, aider à la mise en place d'Acasti. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu à beaucoup éduquer, disons, une compagnie qui était en supplément diététique à savoir comment ça se passait dans le monde pharma. Donc, ça a été très intéressant. Ça fait déjà 12 ans maintenant de ça. Donc, on s'est rendu jusqu'aux phases 3 avec ce produit-là, 2 phases 3. Malheureusement, on a manqué notre primary endpoint. Ça arrive souvent dans le domaine pharmaceutique, malheureusement. Mais le produit est toujours en vie. C'est un produit qu'on est sur le point de vendre, qu'on devrait vendre à un partenaire qui veut continuer son développement parce qu'on a appris beaucoup de ces études cliniques-là. Dernièrement, donc, juste pour finaliser là-dessus, on a acheté une compagnie au New Jersey qui s'appelle Grace Therapeutics. Le but, c'était de se relancer finalement avec l'argent qu'on avait encore dans le compte de banque. On était encore bien nantis de ce côté-là. Et puis, on avait le choix de vendre la compagnie, mais on avait trop d'argent dans le compte de banque. Donc, étant donné que c'était la COVID et tout, on était en position réellement de ramasser des entreprises qui avaient une belle, un beau portfolio de produits. C'est ce qu'on a fait. Donc, ça a duré peut-être 1 an. Là. C'est quand même pas, ça n'a pas été fait overnight. Mais on avait plusieurs entreprises qu'on criblait, qu'on analysait. Et puis, éventuellement, on s'est décidé d'y aller avec Grace. Et aujourd'hui, on est dans un monde un peu différent, même si Casti a toujours poursuivi du 505B2 là, dans le langage réglementaire. Ces produits-là aussi tombent dans les maladies orphelines et suivent aussi des sentiers 505B2. Donc, in a nutshell, en bon français, c'est ce que Casti fait aujourd'hui. On est au tout début de cette aventure-là avec nos nouveaux partenaires, avec la compagnie qu'on a intégrée. Mais ça vous démontre, en fait, on en parlera plus tard tout à l'heure, mais ça vous démontre qu'il y a il y a des hauts et des bas, il y a plusieurs phases dans une entreprise, dans la vie d'une entreprise, puis ça me fera plaisir d'en discuter davantage. Donc voilà pour moi, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Merci, Pierre. Ça avait l'air trop facile. Je pense qu'on va revenir à quelques points tantôt, comme tu as dit, pour les hauts et les bas de l'aventure entrepreneuriale au cours des dernières années. On va poursuivre avec Michel. Michel a une société dans la santé animale. C'est un sérieux entrepreneur comme Pierre également. Donc, Michel, je te laisse la parole. Bonjour, ça me fait plaisir que vous soyez tous là présentement. Dans un premier temps, je ne suis pas un scientifique, je suis un financier. Donc, je suis souvent excusé de prendre des décisions qui peuvent être très différentes des gens qui sont scientifiques. Comme vous savez, les gens scientifiques aiment vraiment souvent avoir vraiment la réponse parfaite. Les hommes d'affaires, souvent, c'est plutôt imparfait. On essaye d'en prendre plus de décisions et s'assurer à la fin qu'on a pris plus de bonnes décisions que de mauvaises décisions. Mais les mauvaises décisions ne nous font pas peur.
De l'autre côté, d'ailleurs, tu parlais, Pierre, effectivement, de Neptune Technologies Bioressources. J'étais le CFO qui a amené la société publique il y a déjà bien des années. Et je crois, si je me souviens bien, c'est avant les années 2000, comme tu disais tout à l'heure, Rani. Donc, ça fait quand même un bon moment. Effectivement, après ça, j'avais eu un mandat. Je mettais beaucoup de financement en place pour des sociétés. Et les derniers mandats que j'avais eus étaient plus en sciences de la vie. Fait que donc, les gens ont commencé à m'identifier comme un expert en sciences de la vie. J'avais aucune expertise. Moi, j'avais fait des mandats réussis. Les gens se souviennent plus des dernières bonnes choses que tu as fait. Et j'avais eu un mandat qui était venu à ce moment-là d'Univalor en 2005 d'une société qui était intéressante, Prevtech Microbia, en santé animale, donc développer des vaccins pour les animaux de ferme. Principalement au départ des parts. Et j'ai dit oui, j'ai accepté, j'ai mis le financement en place, j'ai embarqué avec nous, entre autres, Télésystème, qui est Charles Sirois, que vous connaissez, et d'autres groupes. Je m'étais donné à l'époque, je disais, je vais faire ça pendant à peu près 3 ou 5 ans, ça en a pris 15, fait que c'est beaucoup plus long que vous allez penser dans plusieurs choses que vous allez entreprendre. Donc, de 2005 à toute fin pratique à 2019, c'était la société Prevtech Microbia. On a levé sur cette période de temps-là à peu près une vingtaine de millions, 20 ou 25 millions de cash. Et on avait amené un des vaccins, vraiment un produit qui était distribué par Elenco à travers le monde, mais c'était nous qui avions été chercher l'homologation, toutes ces choses-là. Et on avait 3 technologies qui étaient en développement dans notre pipeline. On a eu une offre d'achat de la part d'Elenco en 2019 qui était fort intéressante. D'ailleurs, on a fait un communiqué de presse à ce sujet-là, donc ce n'est pas confidentiel, qu'on a vendu pour 100 millions. Et c'est sûr que nos actionnaires étaient très, très heureux, mais Elenco a annoncé quelques mois après nous avoir acheté, même pas quelques semaines après nous avoir acheté, qu'il faisait aussi l'acquisition de Bayer Santé Animale, qui était une grande, grande transaction. À l'époque, je dirais qu'effectivement, Elenco faisait probablement à peu près 3-4 milliards de chiffre d'affaires et effectivement, vous aviez à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires de la part de Elenco, pas Elenco, mais de la part de Bayer Santé Animale. Donc, ils fusionnent ensemble, ils dépassaient le 5 milliards, fait qu'ils devenaient le numéro 2 à travers le monde en santé animale. Qui était une très bonne nouvelle au départ, mais qui s'est avérée une moins bonne nouvelle pour nous parce qu'ils devaient laisser Prevtech Microbia complètement libre. J'avais même fait une carte d'affaires qui était marquée Prevtech Microbia, une corporation d'Elenco, une Elenco Corporation. On devait être stand-alone, toutes ces choses-là. Et j'ai été appelé en novembre 2019, donc à peu près 4 mois ou 5 mois après la transaction, pour effectivement rencontrer certains des exécutifs de la compagnie Elenco, pour m'annoncer qu'il y avait un changement de stratégie important et que le board leur avait donné comme directive d'intégrer tous les petits deals qu'ils avaient faits dans les années antérieures pour pas avoir not to be disturbed par effectivement, compte tenu qu'il était pour faire l'intégration de Bayer en l'année 2020 et 2021. Fait que donc, ils ont dit qu'ils voulaient tout intégrer ces petits deals-là pour avoir aucune distraction. Donc, ça a amené la fermeture de Prevtech Microbia, malgré qu'on avait reçu des sommes d'argent pour nos actionnaires et pour certains d'entre nous qui étaient quand même intéressants. C'était triste. Donc, moi, je connaissais très bien le CEO d'Elenco, je connaissais une grande partie de ses vice-présidents et des exécutifs. Fait que j'ai réfléchi pendant la période du temps des fêtes, parce qu'ils ont fermé l'entreprise à la fin novembre, donc ça veut dire que le cadeau de Noël que les gens ont reçu, c'était de retourner chez eux et que ça n'existait plus. Donc, c'était triste, c'était dur à vivre. Et j'ai décidé d'aller rencontrer le CEO, Jeff Simmons, et j'ai dit, j'ai un plan B pour vous. Et le plan B, c'est, j'ai dit, je vais racheter les technologies dans le pipeline. Je ne peux pas vous dévoiler la transaction, mais j'ai dit, je vais racheter les technologies dans le pipeline, je vais les financer, je vais les développer, puis je vais vous donner éventuellement un droit de première offre sur ces technologies-là, mais c'est nous qui allons les développer. Et on trouvait ça intéressant. On a négocié sur une napkin en février avec puis c'était à Londres d'ailleurs, avec un des exécutifs. Et après ça, si vous vous souvenez, mars 2020 est arrivé COVID. Fait que donc là, ça ralentit tout ce processus à la fois de mettre du financement en place et à la fois de finir la transaction.
Mais j'ai parvenu à finaliser les transactions d'acheter 4 technologies parce qu'ils en ont rajouté une quatrième qui avait eu le même sort que nous, qui était une transaction sur le saumon, cette fois-ci dans l'Atlantique, donc avec les provinces maritimes, et qu'on a acheté aussi. Fait que là, maintenant, on développe 4 technologies. Et pour ceux qui veulent s'annoncer peut-être éventuellement de faire plus qu'un des succès, je peux juste vous dire que le succès amène le succès. Fait que donc, ce qui a été plus difficile pour moi ou pour notre équipe pendant de lever les fonds, ça nous a pris 14 ans pour lever 20-25 millions et ça a pris 8 mois pour en lever 20 cette fois-ci. Et la prochaine étape, parce qu'on veut faire un IVA 2, IVA 3, mon objectif, ce serait de lever 100 millions cette fois-là, mais en 2 semaines. Fait que donc, et c'est possible. Et c'est strictement, vous êtes capable de faire ça pour ceux qui veulent aller vers de l'entrepreneurship. Si vous êtes capable de démontrer que vous avez réussi, que vous êtes dans un bon espace et que vous avez la bonne équipe, vous allez voir que l'argent est disponible. Et quand je dis disponible, à l'extérieur du Québec. Au Québec, elle est là aussi. Il y en a beaucoup de disponibles à l'extérieur du Québec si effectivement vous décidez de regarder plus que ce qui se passe ailleurs et pas strictement ce qui se passe dans notre cours. Fait que, et voilà, ça fait le tour un peu de ma présentation. Merci. Merci Michel de ce témoignage. Prenez note les gens. Là, Michel a un très bon cardex d'investisseurs étrangers. Notre troisième panéliste, James Fetière, là, qui est le cofondateur d'Inixium. James, son entreprise, c'est un CRO, alors c'est une entreprise de service, alors c'est également c'est distinctif par rapport aux deux autres. Donc, James, je te laisse parler de ton parcours. Merci Perry, merci de m'avoir invité. Je suis comme New Kid on the Block, hein, parce que je ne suis pas un entrepreneur en série, mais je commence la série. Hein. Donc, c'est la première, donc il y a des beaux exemples à suivre. Moi, j'ai un parcours pas mal académique. L'idée d'Inixium, c'est une idée qui a germé dans la tête de René et moi il y a des années, lorsqu'on travaillait au NRC déjà. Mais pour toutes sortes de raisons, moi, je finissais mon doctorat, on a commencé à travailler et il fallait que je parte dans un postdoc. On avait commencé à regarder pour fonder cette entreprise de services de recherche, mais la conjoncture n'était pas tout à fait... n'était pas là encore dans ce temps-là par rapport aux entreprises de services. Donc, j'ai eu une nouvelle opportunité en Europe, donc j'ai été vivre en Europe pendant quelques années. Mais cet esprit entrepreneurial était toujours là dans ma tête. J'avais fait l'étude de marché avant de partir et tout, mais bon, ça marchait pas, donc il fallait avancer. Donc, j'ai été dans les grandes institutions en Europe, à Max Planck et à l'EMBL en Allemagne. Et puis, il y a eu une autre opportunité d'entrepreneuriat qui a commencé dans les GPCR. C'était toujours en service et en technologie pour le développement des découvertes du médicament. Donc, j'ai essayé ça aussi et ça n'a pas tellement collé. Je veux dire, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Je suis retourné dans le milieu académique. Puis avec cette idée d'entrepreneuriat sans arrêt derrière la tête. Et là, je suis revenu au Canada, je suis revenu à Montréal et les choses ont changé. La conjoncture a changé. Et l'idée qu'on avait il y a très longtemps, René et moi, elle est devenue hot. Et c'est là qu'on a décidé de démarrer Inixium. Et avec l'expérience qu'on avait acquise, chacun de son côté, ça a permis de démarrer assez rapidement. Par contre, on est des scientifiques à la base, hein, malgré que l'esprit entrepreneurial est là, mais à la base, on est vraiment des gens de la bourse. On n'est pas des financiers, Michel, puis on n'est pas des entrepreneurs en série comme Pierre. Mais ce qu'on a découvert, c'est que le parcours entrepreneurial, pour nous, en fait, c'est un parcours d'apprenant. Okay? Donc, on a tout appris sur le tas, mais des apprenants humbles et résilients, c'est-à-dire qu'on ne savait rien du tout du monde des affaires. Absolument rien. On n'était que du labo. Et donc, il a fallu apprendre tout ça, en plus de démarrer et faire vivre l'entreprise. Donc, tout ce qui est mode démarrage, mode de survie, financement, recherche des clients, marketing, croissance, c'était pas des termes qui faisaient partie de notre vocabulaire. Donc, on a été faire une formation. On est très humble, donc on connaissait rien. On a fait une formation en entrepreneuriat pour se sortir de ce carcan scientifique pour pouvoir démarrer notre entreprise. Puis là, c'est du travail, c'est 7 sur 7, ça fait presque 8 ans maintenant. On en a fait 7 au CQIB, merci Perry, on était là avant toi.
Et on a gradué dernièrement et on s'est construit une excellente réputation dans les hubs de biotech aux États-Unis. Et là, on est très bien établi et on a une très, très bonne équipe. Puis là, on est encore en train d'apprendre parce qu'il faut gérer la croissance. C'est un autre ballpark, comme on dit. Donc, on est en constant apprentissage et puis l'entreprise va très bien. Donc, c'est à peu près ça, en biais, mon début de parcours entrepreneurial avec la première entreprise que nous avons fondée tous les deux. Merci, James. Si on poursuit la conversation, quels sont les facteurs de succès, les embûches que vous avez vécues, le rôle de la propriété intellectuelle également, parce que c'est un élément important d'une compagnie en sciences de la vie. Si on poursuit avec James, là, toi, tu es une entreprise de service. Quels sont les éléments de succès pour ce type d'entreprise-là pour démarrer et se positionner dans le marché? Ce qu'on a découvert rapidement, c'est qu'une entreprise de service, c'est pas considéré comme une entreprise intéressante à financer. Ça a été notre premier choc. Pas qu'on en cherchait à ce point-là, mais on a eu de la difficulté à trouver du financement, tout simplement. Okay? Parce que c'est pas une entreprise, ce qu'on nous disait dans notre formation d'entrepreneuriat, c'est pas un hockey stick. Hein? C'est pas un snapshot où on va faire une croissance extrêmement rapide et très enrichissante. Donc, c'est plutôt une croissance très lente, mais continue. Et donc, en premier lieu, c'est le financement. Donc, en tant qu'entreprise de service, nous, les investisseurs conventionnels, les portes n'étaient pas ouvertes. Okay? Donc, ça, c'était la première embûche. Puis, l'autre embûche, c'est par rapport à l'expertise qu'on offre. En fait, la cristallographie de protéines, c'est très, très, très en amont de la découverte. Et c'est une expertise qui est rare dans le milieu industriel. C'est une expertise si rare et donc la main-d'œuvre qualifiée est extrêmement difficile à trouver. Donc pendant assez longtemps, René et moi, c'était à deux que ça se faisait. Et les affaires et les contrats. Donc sans arrêt. Donc il a fallu trouver l'expertise et c'est encore extrêmement difficile, j'avoue. On n'est pas une 50 personnes. C'est extrêmement difficile. Et lorsqu'on la trouve, naturellement, dans les universités, on s'est heurté à des imprévus par rapport au mindset des diplômés. C'est un truc qu'on trouve que moi j'ai vécu en étudiant, c'est que l'industrie ne fait pas partie de la formation. La vie industrielle, la recherche industrielle, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'université. Donc quand les étudiants, quand les gradués arrivent dans le milieu, les attentes sont complètement différentes de ce que nous on recherche. Donc, le recrutement, non seulement il est difficile par rapport à l'expertise, mais il est aussi difficile par rapport à la culture que les jeunes gradués n'ont pas nécessairement. Donc, ça a été un imprévu, une embûche qui l'est encore. Donc, c'est pour ça que je pense que nous, dans l'industrie, il faut peut-être s'approcher un petit peu de l'université pour leur dire c'est quoi l'industrie, parce que de toute façon, il n'y a pas de place à l'université. Une fois qu'ils sont gradués, il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils aient une idée de ce que c'est. Donc, nous, chez Nixon, on fait ça à l'université pour leur montrer ce que c'est. Donc, l'embûche principale, c'était le financement et le recrutement, effectivement. Okay, merci. Pierre, de ton côté? Ça dépend du stade de ton entreprise. Moi, j'en ai connu plusieurs. Et puis, si je parle de BioLexis, qui en passant était aussi incubé au CQIB, et ça a été des belles années, franchement, parce que je me réfère à cette entreprise-là en particulier parce que dans ce cas-ci, tout avait été fait de A à Z par moi-même et mon partenaire Éric Simard, qui était étudiant lui, à l'INRS à l'époque. Et effectivement, je pense que l'embûche numéro 1 pour ce stade d'entreprise-là, on avait évidemment, comme à l'habitude, monté un beau plan d'affaires avec des produits qui étaient sur papier intéressants et qu'il fallait quand même développer encore, tester. Et donc, de convaincre un financier de par tes idées. À l'époque, évidemment, je remonte à loin, là, autour des années 2000, ce qui était porteur, c'était d'avoir un modèle d'affaires hybride, c'est-à-dire un modèle d'affaires qui permettait d'avoir des revenus à court terme. C'est ce que BioLexis offrait, avec des ingrédients très faciles à mettre un peu partout dans des aliments. Réduction de gras, par exemple, dans les aliments, c'était ça qu'on pouvait faire. Mais on avait aussi le Blue Sky,
ce que les investisseurs aiment voir, oui, d'avoir des revenus potentiels, mais d'être capable aussi de dire, oui, mais on vaut plus que ça. Et quand on a été capable de bien roder ce message-là, le financement est venu petit à petit. Hein, on ne faut pas penser qu'on va lever 100 millions du jour au lendemain. On apprend que ça commence avec des subventions, du non dilutif. Ça commence aussi par des sacrifices personnels, évidemment. Il y a des temps où tu te payes pas de salaire puis tu n'as pas de moyen de toute façon. Alors, il y a beaucoup de sacrifices au départ, mais le financement vient petit à petit. Après ça, il faut convaincre le capital de risque qui est embarqué. Ça aussi, c'est jamais facile parce que ça te prend. Puis aujourd'hui, en 2022, j'ose même pas m'imaginer la difficulté que ça peut être de convaincre des VC. Mais à l'époque, c'était réellement l'embûche numéro 1, le financement. Mais une fois que tu as le financement, viennent rapidement les autres défis, je dirais. Celle de bien connaître la commercialisation de ton produit. Et ça, je trouve qu'au Québec, dans les entreprises, en fait, c'est très difficile. On n'a pas beaucoup d'expertise à ce niveau-là. On a de très bons scientifiques, on n'a aucun problème de recrutement, en tout cas du côté développement pharmaceutique. Il y a un bassin, un pool de talents incroyable à Montréal. Et je suis toujours fier de le dire d'ailleurs. Alors, moi, c'est très rare que je vais aller recruter quelqu'un qui vient d'ailleurs. On a tout ce qu'il faut en termes de développement, que ce soit de l'IP, non clinique, en allant jusqu'aux cliniques. Là où arrive à un moment donné la difficulté, c'est le commercial. C'est exactement ce qui a un petit peu nuit à BioLactis, c'est qu'on était un petit peu court dans notre offre. Par rapport à ça, c'est là que Nestlé a décidé de vouloir nous acheter parce qu'eux, il y avait des grandes idées. Donc, je pense que c'est ce qu'on a vécu, nous, du temps de BioLactis. Maintenant, si maintenant je me transpose dans ma vie d'aujourd'hui avec Acasti, le défi restera toujours le financement, mais là, on est une compagnie publique chez Acasti, complètement différent de BioLactis. Et c'est là que je réalisais toute la possibilité d'être public. Je ne dis pas aux jeunes compagnies de penser être public. De toute façon, c'est très exigeant d'un point de vue coût et frais associés à ça. Mais il y a tellement de leviers potentiels de financement quand tu es public que autant que ça me paraissait compliqué, les embûches financières du temps que tu étais petit et privé, quand tu deviens public, il faut vraiment que tu ne sois pas bon pour ne pas être capable de trouver une façon de parler à un bon banquier américain. Et c'est là, comme Michel le disait tout à l'heure, du côté US, évidemment, il y a beaucoup d'argent et il faut vraiment développer son réseau avec des banquiers américains, ne serait-ce que des conversations au départ. Il ne faut jamais penser que ça va arriver overnight, mais de faire connaître l'entreprise à des financiers américains, des banquiers qui, eux, ont un réseau que vous n'aurez jamais le temps de développer. Donc, en tout cas, autant que le financement peut paraître compliqué quand on est en early stage, puis il y a des façons de le faire, plus tard, bien, ça devient moins problématique d'un point de vue public. D'ailleurs, on est toujours là aujourd'hui chez Acasti parce qu'on a été capable de lever de l'argent sur rien, ou à peu près, juste du fait qu'on avait des systèmes en place pour intéresser le marché de par notre situation qui paraissait un petit peu curieuse, c'est-à-dire d'être sur le point d'être vendu, mais finalement, on a été capable de racheter une compagnie parce que l'argent s'accumulait pareil. Bref, mais évidemment, de bien s'entourer est important. Dans les défis d'une entreprise, on ne fait pas ça tout seul. Tantôt, je parlais de BioLactis avec Éric Simard, mon associé, et un peu ce que je pense James a vécu. Il ne faut pas que tu sois tout seul là-dedans. Il faut que tu saches t'entourer. Et de trouver les bons partenaires fiables, loyaux, beau temps, mauvais temps, qui vont t'accompagner dans des tranchées, c'est ça qui est un grand défi aussi. Alors, on ne sait jamais à qui on a affaire, mais quand on s'associe avec des gens, mais je pense que d'être certain que tu peux aller à la guerre avec des gens de confiance avec toi, c'est pas quelque chose que tu peux acheter. C'est vraiment des relations humaines fortes avec des partenaires, des associés, des gens même qui vont te donner des conseils légaux, financiers, même d'accounting, je pourrais dire. Souvent, on n'a même pas le moyen de les payer, ces gens-là, mais si vous êtes capable de développer des bons amis qui ont déjà vécu ce que vous êtes en train d'aller ou ce que vous allez vivre, c'est essentiel. Donc, il faut vraiment consulter à l'externe, il ne faut pas avoir peur de faire ça. Donc, c'est ça, c'est de s'entourer aussi. Ça, c'est pas toujours facile, du fait que ça prend des gens de confiance en qui vous pouvez vraiment vous parler ouvertement, un peu comme je vous fais là, en train de partager des expériences très, très personnelles.
Et c'est ça, je pense que c'est une des clés du succès, de vraiment s'associer avec des gens de confiance. Merci Pierre. Et Michel, de ton côté, là, si je prends le relais de ce que Pierre vient de mentionner, l'importance de bien s'entourer, d'avoir des partenaires. Tu as vécu là, plusieurs cycles de financement et de développement d'entreprise. De ton côté, là, les éléments de propriété intellectuelle, les agents de brevet, les partenaires financiers, quel est ce rôle-là pour avoir un succès dans le démarrage et la croissance d'une entreprise? Bon, effectivement, le problème de financement ou la situation de financement est toujours quelque chose qui est très difficile pour toute entreprise qui est en train d'arriver, qui est en démarrage. Donc, oui, c'est d'avoir suffisamment d'argent au départ pour se rendre à la prochaine étape qu'on a besoin de faire. Je dirais aussi de bien mesurer les attentes. Si on crée des attentes qui sont trop fortes, parce qu'on est trop ambitieux, quand on arrive à la prochaine ronde de financement, bien, si on n'a pas bien rencontré les premières attentes, on crée déjà une certaine difficulté pour aller chercher le deuxième. Si tu as managé tes attentes, effectivement, bien, si tu les dépasses, tu as peut-être un groupe qui va t'aider à en trouver d'autres avec eux-mêmes. Parce que, comme vous savez, les capitales de risque mettent toujours une somme d'argent de côté pour les rondes futures. C'est des gens qui sont aussi très networkés. Fait que donc, s'ils sont très heureux et aiment beaucoup l'investissement qu'ils ont fait avec vous, ils vont normalement vous aider aussi à en trouver d'autres. Donc, ça, et c'est au départ, ça dépend comment est-ce que vous allez manager les attentes de ces groupes-là. L'autre chose, je suis complètement d'accord avec toi, Pierre. Moi, j'ai une règle de base et je crois pas, j'ai jamais trouvé une exception de cette règle-là. Ça a toujours été les humains, ça a toujours été les gens qui ont fait la différence. Quand on dit, si on parle d'un fonds, si on parle d'un VC, celui qui va le faire arriver, c'est celui qui est en face de toi. C'est tellement facile de trouver des raisons pour ne pas le faire. C'est tellement facile d'arriver avec des obstacles qu'on ne s'y rendra pas. Que si tu n'as pas avec toi le bon ambassadeur qui va aller vendre à son comité d'investissement ou autre, perds ton temps, passe au prochain parce que ça n'arrivera jamais. Au même titre, des gens qui travaillent avec toi, c'est un peu la même chose. C'est toujours les gens qui vont faire la différence. On peut avoir un mauvais produit et avoir des bonnes personnes, ils vont prendre le produit puis ils vont probablement l'emmener un jour à être un bon produit. Si à l'inverse, vous avez des mauvaises personnes et vous avez un bon produit, ils vont trouver la façon que le produit ne fonctionne plus. Fait que donc, en bon français, they're gonna fuck it up. Fait que donc, vous avez besoin tout le temps d'avoir des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est souvent dans notre espace des gens externes. On n'a pas de problème, je vois au niveau scientifique, la plupart du temps, de dire on va trouver des bons scientifiques, on va les payer, puis ils vont travailler là-dessus, puis on verra si ça va nous emmener à la bonne place. Mais les gens ont beaucoup peur dans les nouvelles sociétés d'aller chercher aussi de l'expertise, que ce soit financière, que ce soit effectivement si vous arrivez à certaines étapes, d'homologation, ces choses-là, d'aller chercher des gens externes et des intéressés. Bon, des fois, les intéressés, c'est juste qu'ils vont aimer ce que vous faites, puis ils vont vous donner un coup de main, puis ils vont vous donner des taux meilleurs. Moi, je dois admettre que j'ai eu des gens, quand j'ai négocié des deals, qui n'ont pas fonctionné, mais j'ai eu des gens compétents, très, très forts. Puis oui, c'est sûr, ils ne faisaient pas ça complètement gratuitement, mais ils n'étaient pas du tout au tarif qu'ils auraient chargé normalement s'ils étaient avec une multinationale. Pourtant, c'est des gens qui travaillent avec des multinationales. Donc, si vous êtes capable de vous entourer de gens aussi externes compétents, ça fait une grande différence. Et ça, vous allez avoir souvent votre conseil d'administration ou souvent vos financiers qui ont de la difficulté avec ça parce que c'est vraiment pas tangible. Mais n'hésitez pas à bien vous entourer de bonnes personnes et de mettre les budgets en place pour être capable de le faire. Dans mon cas ou dans le cas de nos sociétés, les deux, que ce soit autant PrefTech qu'effectivement EVA, nous, on avait un obstacle. On a encore un obstacle. C'est qu'effectivement, les gens ne sont pas habitués, ils ne connaissent pas santé animale. Et ça, tu le sais, Annie, comment est-ce que j'ai pitché souvent là-dessus, qu'effectivement, quand on parle effectivement de biotechnologie, les gens disent, ben, regarde, non, biotechnologie, c'est santé humaine. Ça n'existe pas, c'est pas santé humaine. Et les gens, quand on parle de hack bio, ben, c'est quelque chose que tu mets dans le sol. Fait que nous, on est entre les deux. Fait qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver du financement plus traditionnel des gens du sciences de la vie. Mais c'est quand même faisable. Donc, on était chercher quand même du financement qui nous a amené beaucoup de crédibilité. On était chercher des producteurs
donc des producteurs de porc dans notre situation à nous. Fait que le fait d'avoir emmené des gens externes, de l'expertise, qui ont de l'argent, qui n'ont pas mis des sommes si importantes, mais ça a donné le momentum en disant, bien, écoutez, s'il y a quelqu'un effectivement de end-user qui pourrait être intéressé, qui a mis de l'argent là-dedans, bon, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'on devait regarder de plus près. Et là, ça force à ce moment-là, plus les côtés financiers, à se rapprocher. Fait que ça, c'est une des situations qui est en place. C'est à peu près ce que je peux dire comme dernier point oui. avant. Oui, avant d'ouvrir, mais je veux juste préparer tout le monde à ouvrir bientôt leur caméra et à entamer une discussion là, avec nos invités. Alors, à préparer vos questions, puis s'il vous plaît, à lever votre main virtuelle, là, ça serait bien apprécié. Michel, tu veux rajouter quelque chose? Je veux juste rajouter un point qui est peut-être très important, encore qu'on ne puisse pas le couvrir, manque de temps. Je veux juste que vous vous assurez, parce que c'est sûr que vous allez avoir des multinationales qui vont vous approcher peut-être très tôt maintenant pour faire des ententes avec vous. Soyez très, très, très prudents qu'ils ne vous attachent pas de façon serrée. Parce que la plus grande faille que vous allez trouver, c'est que ces gens-là vont vous attacher. Et les gens avec qui vous allez travailler, c'est bien intéressant, mais vous avez un projet probablement qui va prendre 5 ou 10 ans à se développer. Et je peux dire que dans la vie d'une multinationale, les changements stratégiques sur 5 à 10 ans, c'est énorme. Et aujourd'hui, vous êtes la saveur du mois. Dans 2 ans plus tard, ils ne sont plus vraiment intéressés à cette technologie-là, mais ils ne sont pas intéressés que les autres puissent l'obtenir. Et là, vous êtes mal pris, vous n'avez plus de financement, vous n'avez plus rien, puis vous allez frapper le mur. Faites très, très, très attention à ça. C'est ça la plus grande chose que je dis, le plus gros trou que vous pouvez tomber dedans, c'est celui-là. C'est tellement intéressant, une grande multinationale, les poches pleines, puis ils veulent notre grand frère qui veut nous aider. Faites attention. Ça, c'est les gens avec qui vous travaillez aujourd'hui. Ils seront peut-être même plus là dans 3 ans. Et là, maintenant, bien, vous avez la grande société qui ne vous connaît pas. Et là, vous allez avoir une difficulté, surtout s'ils ont changé de stratégie. Bien, merci, Michel. Là-dessus, je voulais vous amener à discuter, surtout ça concerne Pierre et Michel. Là. Les entreprises qui cherchent du financement, il y a les programmes gouvernementaux d'aide financière. Et des fois, ben, on est tellement pris à la gorge que la première proposition de financement, on va l'accepter. Parle-nous, toi, Michel, tu as eu un financement avec Biomed Propulsion. C'est accepté, c'est de mémoire. Là. Et puis, oui, Pierre, de ton côté, tu as eu une proposition et tu l'as refusée. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être un petit débat intéressant à discuter. La raison pourquoi, Michel, toi, t'as embarqué, et puis toi, Pierre, pourquoi tu l'as refusé? Tu veux commencer avec qui, le oui ou le non? Je peux commencer en fait. Moi, je peux commencer, en fait. Je ne pourrais pas donner tous les détails, évidemment, parce que c'était une longue histoire. Ça a été très long, d'ailleurs, à négocier cette entente-là, tout près d'1 an. Qui n'a pas eu lieu. Qui n'a pas eu lieu, finalement, qu'on a décidé, nous, de ne pas aller de l'avant, même si tout était prêt à signer. Et la raison pour laquelle, en fait, c'est un très bon programme. Hein, c'est pas... je pense que... Écoutez, je vais vous dire, quand on a besoin d'argent dans une compagnie, à l'occasion, il faut se pincer le nez et on plonge. On n'a pas le choix. Mais quand on a le choix, comme c'était notre cas, on est une compagnie publique. D'ailleurs, c'est ce qui est compliqué un petit peu, disons, nos discussions avec Investissement Québec et le ministère, c'est qu'on a, nous, des règles à suivre comptables en étant public. Et c'est quelque chose qui était difficilement acceptable de la part du ministère et d'Investissement Québec. Donc, je les comprends de leur côté de vouloir avoir... En fait, il y a 2 étapes là, dans ce processus-là. Elle a fait, je pense, 2 lettres. Une lettre d'intention, ça, c'est une lettre d'offre, quelque chose comme ça. La lettre d'intention était correcte selon les ententes qu'on avait. Il y avait quelques vérifications qu'il fallait qu'on fasse et c'est là qu'on a eu des difficultés. Et pourtant, ça avait été divulgué qu'en étant une compagnie publique, par exemple, les missions de warrants sont limitées dans le temps. Tu ne peux pas étirer ça pendant 5-10 ans. Alors, c'est un petit peu ce genre de petits détails-là, techniques, de fiscalité qui nous ont embêtés. Puis, nous, on ne pouvait pas changer au vouloir du ministère. Donc, on s'est dit, too bad, mais on ne peut pas marcher là-dedans. Donc, on a tout simplement décidé de walk away, comme on dit.
au grand détriment de beaucoup de monde, parce qu'évidemment, là, 1 an de temps d'effort, autant du côté ministère d'Investissement Québec, toutes les due diligence qu'on a, mais on pouvait carrément, pour nos actionnaires, c'est une phrase magique, mais c'est vrai, c'est pour le respect des actionnaires, pour le bénéfice des actionnaires, on ne pouvait pas accepter ce terme-là. Ça créait finalement un précédent, une distorsion, même se mettre à porte-à-faux contre. Mais c'est un programme écoutez, on aurait eu 10 millions là-dedans. On était aux portes de nos phases 3 aussi. Puis en rétrospect, ça a été une bonne affaire qu'on ne l'accepte pas, même pour le ministère, parce que nos phases 3, finalement, n'ont pas donné ce qu'on voulait. Fait que c'est pas plus grave que ça. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de temps investi là-dedans. Et puis, mais ça arrive. Si une compagnie, des entrepreneurs ont le moyen d'être sélectifs, un peu comme ce que Michel disait tout à l'heure, de ne pas tomber dans le trou, de trop s'attacher avec un partenaire futur, mais ne le faites pas, simplement. Donc voilà, ça a été mon vécu avec ce programme-là. Et je remercie encore tout le monde du ministère d'avoir bien travaillé, de faire leur devoir. Ça a été très, très sérieux, tellement sérieux que ça a pris 1 an aussi, comme processus. Ouais. Merci, Pierre. Toi, Michel, de ton côté, là, des fois, on avait des discussions de tes réactions avec la négociation du programme. Alors, de ton expérience, c'est pourquoi que toi, c'était un bon deal? Premièrement, écoute, on a eu quelqu'un qui a piloté le dossier du côté d'Investissement Québec, qui était un excellent ambassadeur d'IVA. Puis c'était quelqu'un qui aimait beaucoup IVA, qui aimait beaucoup ce qu'on faisait, où on allait et les preuves qu'on avait accomplies. Donc, il a travaillé très fort pour fourmiller à l'intérieur de, appelons ça, si on veut, de la boîte d'Investissement Québec. Michel, tu disais tantôt, c'est important la personne avec qui tu négocies. Ça fait toute la différence. Je peux te dire qu'on a eu aussi des sous de la BDC, regarde, pas de BDC, excuse-moi, du DEC, EDC. Et effectivement, regarde, ça a vraiment fait une différence, marqué l'individu qui était au dossier. C'est très clair. Parce qu'il y a toujours des zones grises. Fait que dépendant qui est au dossier, une zone grise, elle va devenir noire ou elle va devenir blanche. Ça dépend qui est au dossier. Fait que donc, c'est pas l'entreprise, c'est pas l'agence, c'est effectivement l'individu à l'intérieur de ça. Donc, et nous, écoute, pourquoi on l'a accepté? C'est pas compliqué. C'est un très beau financement, c'était de 5 millions. Et on aimait mieux avoir 5 millions sous forme de prêt, même s'il y a des warrants, que d'avoir 5 millions en équité. Pas plus compliqué que ça. Okay. C'est ce qui a fait la décision. Leurs termes et conditions étaient corrects. Maintenant, on a essayé de négocier, d'en avoir des meilleurs, mais on n'a pas vraiment très bien réussi. Mais le deal est définitivement intéressant, plus intéressant que si on avait eu un partenaire financier avec le même montant. Et le fait que ce soit un prêt, ils ne sont pas sur le conseil d'administration, ils veulent avoir de l'information, mais c'est très informatif. Fait que ça donne aussi aux autres investisseurs une collégialité qui est beaucoup plus intéressante. Okay, merci. Et puis là, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des longs délais de négociation avant d'avoir le term sheet signé à la fin. C'est dans le cas d'à peu près tout. Tu sais, Perry, je ne peux pas dire que mes investisseurs que j'ai été chercher, tu vois, je viens d'aller chercher un investisseur encore européen cette fois-ci. C'est le plus gros producteur de porc en Europe, qui est ici en Espagne. C'est une société complètement familiale, privée, qui fait, je pense, c'est 3,8 milliards d'euros avec 8000 employés. Fait que même ça, ça a pris, malgré qu'ils étaient très intéressés, ma première discussion que j'ai eue avec eux remonte au mois de juin. Et tu vois, l'argent rentré dans le compte est rentré dans le compte en janvier 2022. Donc, ça prend du temps. Ça ne se fait jamais rapidement. Et ceux qui ralentissent le processus, c'est toujours ce que j'appelle nos amis les avocats. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Je ne vois pas personne avec la main levée. Moi, j'en ai une, mais je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui sont ici ce midi et qui auraient des questions pour nos panélistes. Je ne peux pas croire que vous n'en avez pas. Vous ne voulez pas peut-être... Ah bon, je savais qu'il y en avait un qui est Charles. Charles, allume ta caméra. Charles Goyer, propriété intellectuelle. Tu vas vouloir jaser de ça un peu, j'imagine. Hop, on ne te voit plus, Charles. Ton micro est fermé. Et ton micro est fermé.
Bon, Moi, voilà. je voulais même pas parler de propriété intellectuelle, malgré que ça aurait été intéressant, si jamais ça vous tente d'en parler. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est cool de voir les expériences de tout le monde, puis ton point sur les multinationales, Michel, là, qui attache, j'ai trouvé ça très intéressant. Pierre, tu as dit à un moment donné que je sais pas, vous avez comme frappé un mur, ou je n'ai pas trop compris. Parler que Nestlé avait des vues pour faire des grands projets, puis donc vous avez décidé de leur vendre, mais j'aimerais peut-être que, si c'est possible, que tu expliques qu'est-ce qui, comme vous manquait, puis que Nestlé vous offrait, qui a fait que vous avez décidé de vendre. Oui, bien, effectivement, je pense qu'on avait une situation où on avait, nous, notre plan d'affaires qui était de commercialiser en Amérique. Encore une fois, comme je le disais tantôt, je suis très fier d'être nord-américain, canadien, québécois, et on avait des visées très locales pour commencer et américains par la suite. Et c'est là que nos investisseurs qui étaient d'origine allemande et suisse ont comme différé, disons qu'ils n'endossaient pas la stratégie qu'on proposait. Et nous, on tenait beaucoup à notre stratégie. Donc, encore une fois, on a fait notre tête dure un peu, là. On avait tous les arguments, selon moi, pour avoir un succès dans ce qu'on voulait faire en Amérique, ce qui n'était pas partagé au niveau du conseil. Et le conseil d'administration chez nous, à l'époque, était très lean and mean, dans le sens qu'on était 3 individus. Il y avait moi-même qui était chairman, président, CEO, et tu avais le représentant de l'investisseur, puis tu avais un membre indépendant. Donc, les décisions du conseil tenaient sur 3 personnes. Et ça, là, on arrive dans une discussion du conseil d'administration où le membre indépendant disons, était le tiebreaker parce que tu avais les Européens qui voulaient faire ce qu'ils voulaient faire en Allemagne. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire en Allemagne, eux? C'était de spécialiser les produits dans des marchés très, très, très niches, dans des cliniques de proies de santé. C'est ce qu'ils ont fini par faire, finalement. Et nous, on avait une vision un peu plus grand marché, beaucoup de volume, plutôt que d'aller dans des produits très nichés. Donc c'est un peu réellement les deux philosophies qui se heurtaient. Et puis, le jour où c'est venu sur la table à dire, OK, bien, écoutez, on semble, et on a passé une année à se débattre, nous, en tant qu'avec notre stratégie, et eux avec la leur, puis on arrivait dans un dead-end. Honnêtement, là, c'était statu quo. Donc là, on s'est dit, écoutez, ça n'a aucun bon sens. Ça fait 1 an qu'on perd notre temps à discuter. Et le membre indépendant, donc, du conseil, avait la balance du pouvoir. Cet individu-là n'a pas voulu trancher par respect par nous, par respect par eux, mais lui aurait pu bien décider de dire, OK, c'est par là qu'on s'en va. Donc, il a décidé de se retirer. Ce que ça a créé, ça a été un dead-end, un statu quo. Ça, c'est des histoires de conseil. Il n'y avait pas moyen de faire les deux? Comme, mettons, Nestlé s'occupe de l'Europe puis que vous gardiez quelque chose. Mais le problème qu'on a rencontré, Charles, c'est que nos investisseurs en Europe avaient l'argent pour faire ce qu'ils voulaient faire. Nous, ici au Québec, on n'avait pas trouvé nos financiers canadiens pour nous supporter dans notre démarche, même si on pensait que c'était la meilleure des démarches. Alors, c'est d'où notre frustration, en quelque part, de dire, ben c'est dommage, on a ce produit-là qui a été développé chez nous. Là, on allait voir qui était disponible au Canada, au Québec, parce qu'on avait déjà mis de côté nos investisseurs québécois depuis longtemps, les capitales de risque. On était rendus trop gros, disons, pour être capable d'attirer les fonds locaux. On a commencé à faire ça aux États-Unis. Mais aux États-Unis, avec ce qu'on développait, on était trop avant-gardistes. On avait des produits qui réduisaient le cholestérol, triglycérides presque au même titre que des médicaments, mais sous forme de medical food, entre autres. Donc, on était trop avant-gardistes pour le marché américain. Donc, on n'a jamais trouvé nécessairement, avec le temps qu'on avait disponible devant nous, de financiers américains. Donc, un peu résigné, je te dirais, on s'est dit, ben écoutez, OK, vous voulez faire ça, mais on va vous vendre tout simplement l'entreprise, puis faites ce que vous voulez avec. Donc, c'était un petit peu un refus de notre part, de ma part, de mon associé, de dire, ben, faites ce que vous voulez, puis nous, on vous supportera comme consultant. Alors, c'est comme ça qu'on a décidé de vendre disons, à nos investisseurs qui, eux, très rapidement, avaient déjà... Et la raison pour laquelle ils incitaient très fortement, ben, c'est que Nestlé était derrière eux. Donc, quand on a découvert que c'était un petit peu
la compagnie, qui est une multinationale aussi, qui a des tentacules. Donc, on a compris très rapidement qu'effectivement, peut-être qu'on est mieux de vendre à une compagnie qui va en faire, une Nestlé entre autres, d'en faire un roll-out international un peu avec la mentalité qu'on avait, nous. Mais finalement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Ils ont gardé quand même très religieusement cette technologie-là. Peut-être un peu ce que Michel disait tout à l'heure, peut-être pour la contrôler, peut-être pas prêt encore à complètement la commercialiser full swing, comme on peut dire. Mais bon, ce sont des produits qui sont dans des cliniques de perte de poids en Allemagne, en Suisse, etc. Donc, éventuellement, ça va peut-être revenir ici au Canada, au Québec, quand on sera prêt, en Amérique, à accueillir ces produits-là. Donc, en tout cas, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est l'histoire de BioLectis. Perry, j'ai une question d'un membre, d'un des participants dont le micro, malheureusement, ne fonctionne pas. Donc, je vais essayer de la verbaliser le mieux possible. Puis, c'est Jérémy d'Axel Labs. Puis, Jérémy, si je ne fais pas les choses correctement, tu m'enverras un chat. Mais ce que je comprends, c'est tu aimerais avoir l'avis des trois membres du panel d'aujourd'hui sur le moment où on doit prendre le risque d'augmenter la grosseur de notre équipe. Donc, c'est un sujet qui est revenu quand même. L'entrée d'argent dans notre secteur, souvent, il est loin. Mais il vient un moment où on a besoin d'augmenter notre équipe pour pouvoir atteindre ça. C'est quoi c'est à quel, en quelque sorte, là, c'est à quel moment, quel milestone ça vaut la peine de prendre ce risque-là? Je ne sais pas qui veut se lancer en premier, Michel, Pierre, James. James, tu n'avais pas ce souci-là, le tipping point, entre acquérir une ressource additionnelle, l'expert, et le développement de marché? Bon, comme j'ai dit, nous, le financement, ça a toujours été problématique. Et à la fin, ce qu'on s'est dit, c'est que le vrai financement, c'est nos clients. Étant une entreprise de service, on survit seulement avec le client. On ne vend pas de produits. Donc, quand est-ce qu'on doit chercher à augmenter notre équipe? Là, ta question, Perry, tu parles d'experts autres. Nous, on n'a pas d'experts autres, c'est-à-dire qu'on fait nous-mêmes le travail, OK? Et l'important, c'est de satisfaire le client. Comme c'est lui qui nous finance, c'est satisfaire le client. Puis satisfaire le client, ça veut dire que ça nous amène plus de clientèle. Pour vous dire, franchement, nous, on n'en fait pas de développement d'affaires. C'est nos clients qui le font. Okay? Donc, ils nous amènent des contrats, et ils nous réfèrent, ils nous amènent des contrats. Donc, c'est là où on peut plus fournir qu'il faut augmenter l'équipe. Aussi simple que ça. Donc, on se tient au maximum de charges par personne. Et lorsque ça va pas, ben, il faut augmenter l'équipe. Par contre, comme je disais tout à l'heure, on a un problème de recrutement, donc on peut pas attendre. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Il faut y penser un peu avant. Mais on est toujours pris sur cette ligne fine, en fait. C'est parce que nous, il n'y en a pas d'experts de ce qu'ils font, ce qu'on fait. Ici, c'est extrêmement difficile à trouver. Donc, il faut avoir un pipeline de gens qu'on peut essayer d'embaucher, mais c'est extrêmement difficile. Donc, c'est en fonction du nombre de contrats qu'on change. Par rapport aux ressources professionnelles ailleurs, que ce soit les avocats que Michel adore ou que ce soit les gens qui vont faire de la vente à l'étranger, on a essayé d'avoir des consultants dans la région de Boston. Mais finalement, nos clients faisaient le travail mieux que ça. Il faut dire que nous, on a commencé. Je pense que le plus important dans tout ça, c'est la réputation. On n'en a pas beaucoup parlé. Pour une entreprise de service, c'est critique. Et nous, ce qui nous a aidé, c'est que notre premier client à Boston, on a contribué à l'amener en phase clinique. Donc, depuis, il parle de nous sans arrêt. Donc, et ça génère de la clientèle. Ça génère d'autres clients. Ça génère d'autres clients facilement. Donc, à la fin, on n'a pas besoin de ça. Donc, c'est vraiment en fonction de la charge de travail qu'on fait ça. Ouais. Tu dirais, James, que tu parles beaucoup de ressources humaines. Main-d'œuvre, c'est vraiment l'enjeu principal pour les CRO actuellement au Québec. Je sens qu'il y a une forte croissance, beaucoup de clientèle à Boston. On en a parlé plusieurs fois. Mais là, maintenant, il faut que tu recrutes. Donc, problématique à l'université, si je comprends, parce qu'on n'éduque pas ou on n'enseigne pas l'industrie, mais problème ailleurs aussi, tu crois? Un problème d'expertise. Parce que ce qu'on fait, il n'y en a pas beaucoup qui le font ici. Donc, la majorité de nos recrutements sont à l'étranger et ça vient avec son lot de problèmes aussi, parce qu'on a eu des mauvaises expériences aussi. Donc, et le recrutement à l'étranger, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile.
Donc, avec, comme tu dis, oui, les CRO augmentent énormément et il y a un combat énorme entre les différents CRO pour la main-d'œuvre. Et Ouais. bon, c'est une bonne chose, mais c'est plus compliqué. Mais c'est ce qu'on voit présentement. Puis, c'est effectivement le recrutement, puis toute la question de l'immigration, c'est une autre problématique importante au Québec qui remonte de plus en plus, on en entend parler. Sébastien Roy, vous avez une question? Oui, en fait, moi, je suis un voisin de James pour l'IRIC à l'Université de Montréal. Puis je veux juste vous dire, hier, on a annoncé quand même un investissement important, un don de 40 millions en entrepreneuriat. Donc, l'université est préoccupée par cet élément-là. Et puis, en fait, ça va être un don qu'on va appliquer de façon transversale dans différents programmes. Mais moi, je pense que pour les sciences de la vie, notamment avec notre unité de découverte du médicament à l'IRIC, bien, si on pouvait enseigner ça à nos jeunes qui sont dans des laboratoires, de développer cette fibre-là d'entrepreneuriat, je pense qu'on va réussir à rapprocher le milieu de l'industrie et le milieu universitaire. C'est un commentaire en appui à ce que James avait mentionné un peu plus tôt. Je peux juste suivre là-dessus. Sébastien, tu es sûrement au courant. On a lancé une série de séminaires à la faculté de pharmacie sur l'industrie pharmaceutique, où des différentes personnes, différents collègues de différentes industries locales, pour l'instant, vont venir présenter ce qu'ils font. Donc, il va y avoir ça commence la semaine prochaine, où il va y avoir des gens du début jusqu'à la commercialisation et pour leur présenter c'est quoi l'industrie pharmaceutique. Puis, il va y avoir une annonce à l'IRIC aussi, donc c'est une bonne chose qu'ils aillent voir. Ça va être des gens qui travaillent dans l'industrie qui vont venir présenter ça. Excellent. Sébastien, c'est drôle, ça me permet de dire que le prochain événement de Bio-Québec, c'est avec Erika sur la création des PITO-PA, puis justement, quel est le rôle que vous avez dans la création d'entreprises auprès des scientifiques en particulier. Donc, on est en plein dans le mille des enjeux actuels. Et puis, le lendemain, ça, c'est pas le lendemain, ça, c'est le 24 février, mais le 9 mars, on va avoir un événement qui va porter sur le recrutement international avec le ministère de l'Immigration parce qu'on a de plus en plus d'entreprises membres de Bio-Québec qui ont des problématiques à cet égard-là et qui vivent des trucs pas très faciles où ils font venir des gens, mais les gens quittent pour l'Ontario ou d'autres provinces où ça va vraiment, vraiment plus vite qu'au Québec. Donc, il nous reste quelques minutes. On termine vers 13h15. Il y a une... Oui, Michel, vas-y. J'aurais juste un commentaire à Sébastien. Effectivement, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur dans nos chercheurs du Québec, dans les différents laboratoires, les laboratoires universitaires et autres. Mais je vais vous dire, puis les gens n'apprécieront pas mon commentaire, mais il est réel. Ce qui met un frein à ça, c'est qu'il va falloir qu'ils enlèvent le pouvoir aux avocats qui travaillent pour ces sociétés de valorisation-là, qui empêchent les transactions d'arriver rapidement et de bien arriver. Fait que donc, je ne parle pas de la société de valorisation, je parle du personnel de ces sociétés de valorisation-là, leur personnel juridique. Merci, Michel. C'est difficile à passer. Fait que je sais que ça ne plaira pas ce que je viens de dire là, mais c'est la vérité du Québec. Michel, je vais passer le mot. Ton franc-parler, il a toujours été apprécié. Je vais passer le mot demain. J'ai une consultation avec Axelis là-dessus. Ça serait bon. Ça me ferait plaisir s'ils veulent avoir mon input à un moment donné. Peut-être que ça pourrait leur être utile. Oui. On a une question. Malheureusement, je n'ai pas votre nom. Est-ce que c'est votre nom de famille ou votre prénom? Je ne sais pas. C'est Amel Loudji. Désolée, je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça sur Zoom. D'enfant, je suis employée chez Immune Biosolutions avec Frédéric Leduc. Il m'a invité à la rencontre avec vous. Ma question est pour Pierre. D'enfant, vous avez parlé de votre technologie à Medical Food et d'après mes recherches, c'est encore une zone très grise. Et je voulais voir avec vous, dans l'évolution dans le temps, là où on est aujourd'hui au Québec puis au Canada, comment voyez-vous l'acceptabilité côté réglementaire et chez les investisseurs pour ce domaine-là? Une bonne question. Écoute, je pense que je n'ai pas vu beaucoup d'évolution par rapport aux aspects réglementaires. Non, c'est vrai. Medical Food aux États-Unis, il y a plus de chances de bien le positionner. Je pense que c'est un peu plus défini. Au Canada, les aliments fonctionnels, nutraceutiques et tout, c'est resté dans une zone très, très vague. D'avoir l'Intel Inside, là, parce que c'est un peu ce que nous, on développait, c'est-à-dire de mettre un ingrédient qui allait aider, par exemple, la réduction du cholestérol, la triglycéride et tout.
c'est une très bonne idée en théorie. Et en pratique, par contre, en Amérique, en tout cas au Canada, ça ne se voit pas beaucoup encore, là. Il y a peut-être les probiotiques qui se sont distancés, mais c'est malheureusement pas un domaine qui a beaucoup évolué, je trouve. Et je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais je pense qu'il y a plus de chances du côté américain du fait que tu as quand même une législature là-dessus, des règles de loi, là, des directives. En Europe aussi, quand même, mais ça n'a pas donné les fruits qu'on pensait que ça donnerait en général, pour que ce soit réellement répandu à la grandeur de nos supermarchés. Donc, ça reste encore des aliments du medical food qui vont être prescrits, suggérés dans des cliniques justement de perte de poids. Peut-être que nos amis européens à l'époque chez Biolactis avaient raison de vouloir cibler ce genre de... Donc, et puis en même temps, ben, ça dépend de ton bénéfice santé, hein. Si tu te rapproches de plus en plus du pharma, ce qu'on avait fait nous, d'un côté, tu es content, mais de l'autre côté, ça t'amène aussi beaucoup de questions de la part de la FDA. Alors, c'est une zone encore très grise, c'est pas clair. Et en tout cas, c'est ce que je peux te... C'est certain que ça fait une douzaine d'années, je te dirais que je n'ai pas nécessairement suivi le domaine, mais de ce que je vois dans le marché, moi, je n'ai pas rencontré sur les tablettes de nos épiceries des produits qui diraient « Hey, c'est quoi? » Ou même en pharmacie, en fait. Il y a beaucoup de produits de santé naturelle, évidemment, qui existent, mais en termes de nutraceutique medical food, ça reste encore très gêné, je trouve, comme développement. Merci pour la question, vraiment une excellente question. Charles, c'est peut-être un point là-dessus que tu voulais rajouter ou c'est une question? Oui. Oui. Est-ce que c'est parce que, Pierre, est-ce que c'est parce que c'est les aliments et les drogues au Canada, puis alors qu'aux États-Unis, c'est peut-être la même affaire que le CBD qui est en vente libre, puis tu peux avoir des nutraceutiques plus facilement disponibles en alimentation aux États-Unis, c'est tout ça? Ou? Je pense que ça dépend de ce que tu vas vouloir alléguer, hein. C'est une allégation santé. Si tu vas trop proche de ce qu'un médicament pourrait faire, tu vas être muselé. Puis, alors, dans les produits santé naturels, il y a quand même beaucoup de bénéfices généraux qui sont décrits. Je pense que tu peux aller là. Mais encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup de marketing. Une petite entreprise, c'est pour ça que Nestlé, par exemple, des multinationales de ce type, sont les seuls qui peuvent vraiment faire du bruit avec ça. Et vraiment passer le message et même influencer les autorités de santé comme la FDA et Santé Canada. Mais une petite entreprise peut avoir une bonne idée scientifique comme on a eu, puis qui fonctionnait très bien. On a publié là-dessus. On est très fiers de ce qu'on a fait. Maintenant, on était peut-être trop à l'avant-garde encore. On verra bien dans les années. Mais c'est ça, c'est une situation réglementaire avant tout qui limite en fait l'innovation, puis qui va permettre à des produits qui, malheureusement, qui ont une étiquette pas sérieuse aussi à l'occasion. Donc, c'est malheureux, mais il manque de contrôle de ce côté-là par rapport à ce qui est dit. Et en passant, mon associé du temps, qui est un ami encore, évidemment, aujourd'hui, Éric Simard, a un petit peu appliqué ce qu'il fait avec Vitoli. Vitoli, je vous invite à aller voir les produits en pharmacie. C'est un genre de marketing qui avait peut-être à l'époque en tête. On peut le voir un peu d'une certaine façon dans ces produits Vitoli qui sont présents en pharmacie, vous allez les trouver. Donc, ce n'est pas exactement un copie-coller de ce qu'on voulait faire, mais quand même, d'informer le consommateur, de leur offrir des bons produits, de faire de la formation aux professionnels de santé, les pharmaciens, même les médecins. Donc, les produits Vitoli sont un petit peu, disons, la suite des choses qui auraient pu se passer chez nous. Mais évidemment, c'est Éric qui était maître d'œuvre qui est maître d'œuvre de Vitoli. Évidemment, je ne peux pas prendre de crédit pour lui. Il travaille très fort. Mais à la suite de Biolactis, c'est un peu ce qu'il a développé. Puis, donc, ça me prouvait en fait que tu peux quand même avoir des produits de santé bien positionnés, de qualité, sérieux, avec peut-être, oui, quelques allégations santé, mais bien, bien définies, qui sont intéressantes pour le consommateur. Merci beaucoup, Pierre. Perry, je vais laisser demander à tes peut-être te laisser demander à tes trois invités de conclure parce qu'il est déjà 13h11. Alors, je ne sais pas si. Avec quoi tu veux y aller? Oui, vas-y. Un dernier conseil, peut-être, de chacun là, pour quelqu'un qui nous écoute, là, qui a son patent, là, son brevet en dépôt de brevet, qui veut se lancer, là, ça serait quel est le conseil là, névralgique? Moi, je vais te dire, je vais y aller le premier, en fait. Aujourd'hui,
Moi, je peux dire non. Ce qui est de plus en plus évident pour moi, c'est qu'avant même de penser à une compagnie c'est vraiment important de faire ses devoirs. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir une bonne idée scientifique. Je suis un scientifique de formation, on en parlait tantôt, là, de la naïveté peut-être scientifique qu'on peut avoir lors d'un produit. C'est certain que, et scientifiquement, ça fait toujours du bon sens. Commercialement, très rapidement, il faut que le commercial embarque. C'est-à-dire, je sais que ça peut coûter cher des études de marché, là, mais c'est important. Et c'est comme ça que vous allez vendre d'ailleurs à vos partenaires financiers, à des VC, des financiers. Aujourd'hui, j'ai ce produit-là. Si on fast-forward, ça va arriver dans le marché. Puis évidemment, votre produit va arriver comme 4-5 ans plus tard, peut-être. Mais déjà, d'avoir une très, très bonne compréhension du marché actuel, de vos compétiteurs, de votre coût de revient autant que possible, tout ça, ça ne coûte pas grand-chose à analyser, là. Mais c'est souvent une partie qui est escamotée, je trouve, des scientifiques qui tombent en amour avec leur technologie, puis c'est normal. Mais ayez au moins la présence d'esprit de vous arrimer quelqu'un en commercial, / financier aussi, qui va regarder ça d'un œil critique, qui va vous challenger, qui va vous mettre au défi de dire ouais, as-tu pensé à ça, as-tu pensé à ci? Et ça, ça va vous permettre d'éviter bien des erreurs. Peut-être même vous décourager dans votre idée de dire que des fois, on peut avoir des fausses bonnes idées. Bref, c'est un peu le conseil que je peux donner aux gens de réellement essayer de penser commercial long terme. James? Du côté CRO, côté service, il n'y a pas de produit. Donc, la principale chose, c'est de soigner votre réputation. Parce que la compétition, elle est énorme. Dans le secteur du développement du médicament, on sait tous, nous, nos clients font 80% avec la Chine et puis 20% avec l'Amérique et l'Europe. Et il faut offrir quelque chose de plus si on veut survivre. Sinon, ils vont là-bas à 10 fois moins cher. Donc, visez toujours l'excellence. Good enough is not enough. OK? Et c'est extrêmement important. Puis, c'est ça. Pour rester dans la compétition, il faut être meilleur que l'autre. Puis, en service, c'est critique. Michel? Je dirais qu'effectivement, dans un premier temps, ce qui est, selon moi, un grand critère, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Il faut continuer d'avoir, si vous avez confiance dans vous, votre produit, votre équipe, votre technologie, vous n'avez pas autre choix que de foncer. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Si vous débutez, par contre, à quelque part, quand même, assurez-vous de manager l'expectation. Et au niveau phénomène de temps, ce que vous pensez qu'il va prendre 3 ans va en prendre 5. Le temps est toujours un facteur très difficile à gérer. Donc, il faut que vous soyez conscient de ça lorsque vous allez faire vos rondes de financement. C'est jamais une ronde de financement, c'est tout le temps plusieurs rondes. Pierre, tu sais comment tu en as passé plusieurs. Donc, vous allez en avoir 2, 3 ou 5, dépendant de la complexité et des montants que vous allez avoir à lever. Tenez en considération le facteur temps. Quand vous avez une piste de décollage, assurez-vous qu'elle soit suffisamment longue, que vous ayez la chance d'atterrir de nouveau pour repartir. Merci Michel, merci James, merci Pierre pour ce témoignage là, de vos expériences, les do and don't. Je pense que tout le monde a apprécié. Pour un dernier mot de la fin, le CQIB, maintenant, on offre des services à la carte, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un espace de laboratoire. On peut vous accommoder à la carte là, un certain nombre d'heures pour accéder à un bench. Et puis, à partir du mois de juillet, on va avoir également un coworking lab, un coworking en santé numérique et en médico-device à Montréal, là, au Centre de recherche informatique de Montréal, au CRIM. Alors, on va avoir 3000 pieds carrés pour des startups qui veulent avoir un pied à terre dans cette zone-là. Et on va avoir aussi des nouvelles bientôt au niveau de l'incubateur. Alors, vous allez être informé de certains développements au niveau de l'incubateur ici à Laval. Alors, merci encore une fois aux 3 panélistes. Et merci Annie d'avoir organisé. Oui, bien, Perry, tu as oublié. Stéphanie, merci beaucoup aussi. Tu as oublié de dire que les membres de Bio-Québec ont accès à tes benches et tout ça. Là. On a un partenariat maintenant, toi et moi, fait que je pense que c'est important de le mentionner. Oui, exactement, parce que lorsque vous êtes membre au CQIB, mais vous êtes à la fois un membre de Bio-Québec, puis l'ensemble des entreprises bénéficient d'un ensemble d'avantages développés par Bio-Québec. C'est excellent. Puis merci Perry, ça a été un super beau panel aujourd'hui. Je pense que des conseils et beaucoup de sagesse de la part de nos 3 entrepreneurs.
On va probablement faire un petit wrap-up de ça à Bio-Québec. Ça a été enregistré. Vous allez tous le recevoir. Vous allez pouvoir le réécouter aussi et il sera disponible. Mais je pense qu'il est ressorti, Stéphanie et moi, on en discutait dans le chat en même temps qu'on vous écoutait, tellement des bons points qu'on va probablement ressortir là, un petit tableau des do and don't parce que ça a été vraiment, vraiment pertinent tout ce que vous avez dit, tant pour les CRO, James, que Pierre et Michel pour le secteur de la biotech, santé animale et santé humaine. On a 3 autres événements qui s'en viennent. Je vous encourage à être des nôtres pour ces événements-là. Le 24 février, je l'ai mentionné avec Éricard sur les déçus de la création des PITO-PA. Excusez-moi. Le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme et on va avoir un événement très particulier pour promouvoir la parité des femmes au sein de la gouvernance des conseils d'administration en sciences de la vie et le lancement avec Women in Biotech et l'Université McGill, un programme dédié aux femmes pour la gouvernance en biotech. Alors, ça risque d'être fort intéressant, un programme national. Et le 9 mars, comme je l'ai mentionné, un webinaire sur le recrutement international. Si vous êtes intéressé, c'est en partenariat avec Pharma Biodéveloppement et le ministère de l'Immigration. S'il y en a qui ont des enjeux à cet égard-là, je pense que ce sera un bon moment pour poser vos questions aux bonnes personnes au ministère. Alors, je vous remercie de votre participation. Michel, James. Oui, James, c'est une question. Juste, c'est pas une question, il y a quelque chose qu'on n'a pas touché, puis peut-être qui s'adresse vraiment à ceux qui démarrent. Oui. On a parlé de bien s'entourer, mais je pense qu'avoir un mentor au début, je sais que ça fait une très, très, très grosse différence pour nous. Quelqu'un qui est dans notre secteur d'activité et quelqu'un qui comprend notre vision, pas nécessairement à la même vision, mais qui comprend d'où on vient et où on va. C'est extrêmement important. Quand on ne s'y connaît pas du tout, là, quand on a été en série, on est son propre mentor, mais quand on commence, c'est extrêmement important de trouver quelqu'un qui va vous guider dans votre démarrage. C'est un excellent point. C'est partagé, James, tu as entièrement raison. Merci. Et Charles aussi, tu avais un petit point peut-être en conclusion? Oui, un petit point de rien. Moi, si vous êtes capable d'avoir Michel comme mentor, là, déjà, il n'y a rien à faire. Je suis sûr qu'il va accepter. Mais je voulais paraphraser Pierre, c'est cute, il dit mais vaut mieux avoir une fausse bonne idée que des vraies mauvaises idées, par exemple. Hein? Oui, c'est merci, Charles. Vraiment un beau panneau. Moi, je pense que je laisse ça là. C'est le bon mot de conclusion, ça. Je trouve que c'est des belles paroles de chansons, ça. Garde ça en tête, Charles. Tu connais oui, c'est ça. Je connais quelqu'un qui pourrait chanter ça. Salut, c'était cool. Je suis content merci tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde. Merci de votre participation. Et à la prochaine. Bye. Bye.